Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une théorie assez audacieuse tirée de nos sources. Et si certains conflits géopolitiques n'étaient pas vraiment des échecs, mais plutôt des opérations financières très réussies. L'idée, c'est que pour une certaine élite, la défaite d'une nation serait en fait bien plus profitable que sa victoire. C'est assez contre-intuitif, alors on va décortiquer tout ça ensemble. On commence fort avec cette citation de 1938. Ce qu'elle dit, c'est quand même assez radical. Pour certains, à l'époque, la victoire des idéaux de leur propre pays était perçue comme une menace. C'est cette idée centrale qui va nous guider. La défaite, non pas comme un accident, mais comme un véritable objectif stratégique. Alors voici notre feuille de route. D'abord, on va exposer cette fameuse logique, qui semble perverse. Ensuite, on verra comment elle s'appliquerait à un scénario moderne, puis à un précédent historique. Après ça, on analysera la stratégie cachée derrière, et enfin, le but ultime, la transformation de l'ordre mondial. Allez, on attaque la première partie. La question c'est, comment est-ce qu'on peut en arriver là? À penser que perdre, c'est plus rentable que gagner. Voyons un peu la théorie fondamentale que présentent nos sources. D'abord, de qui parle-t-on? La source utilise le terme de classe possédante. L'idée ici, c'est que pour ces élites économiques, le moteur n'est pas le patriotisme, mais le profit. Ce qui compte, c'est la rentabilité, les chiffres sur un bilan, bien avant le drapeau ou même la stabilité de leur propre pays. Et là, on arrive vraiment au cœur du sujet. Pour cette classe, une défaite militaire ne serait pas une tragédie. Ce serait une opportunité en or. Une chance de faire table rase, de casser le système en place pour en construire un nouveau. Un système taillé sur mesure pour leurs intérêts. C'est l'idée un peu folle que le chaos, en fait, c'est un investissement. Bon, tout ça, ça peut sembler un peu théorique, un peu abstrait. Pour rendre les choses plus concrètes, la source que nous analysons a imaginé un scénario futur, un conflit avec l'Iran en 2026. Voyons comment cette logique fonctionnerait dans un contexte moderne. Alors, le scénario s'imagine comme ça, en 3 temps, très rapides et très brutaux. Ça commence par une guerre courte en juin 2025. À peine 9 mois plus tard, l'escalade est spectaculaire, l'assassinat ciblé du guide suprême iranien. Et là, économiquement, c'est l'explosion. C'est immédiat. Et c'est là que tout le paradoxe apparaît. Sur le papier, l'objectif c'était de faire tomber le régime. Mais dans les faits, c'est tout l'inverse qui se produit. L'assassinat ne divise pas le pays, il l'unifie. Il transforme un leader en martyr et il soude la nation. Militairement parlant, c'est un fiasco total. Sauf que, pendant que l'objectif militaire s'effondre, l'objectif économique, lui, est atteint. Et avec une précision d'horloger. Les perturbations dans le détroit d'Ormuz, un point de passage clé pour le pétrole, font flamber les prix. Une conséquence à la fois prévisible et, bien sûr, incroyablement profitable, pour certains. Alors, qui sont ces certains? Qui empochent le pactole? Par exemple, les producteurs de pétrole de schiste américains. Disons qu'il leur faut un baril à 60-70 $ pour être rentable. Là, avec le conflit, le prix s'envole à plus de 100 $. Ce n'est même plus du profit, c'est le jackpot. Un transfert de richesse gigantesque, alimenté directement par le chaos. Et les conséquences ne sont pas que financières, loin de là. La source souligne un effet interne dévastateur. Le conflit vient fracturer la société américaine en deux. Les sondages montreraient une division radicale sur l'approbation de cette guerre. En gros, le chaos n'est pas seulement envoyé à l'étranger, il revient comme un boomerang à l'intérieur du pays. On pourrait croire que ce scénario est complètement nouveau, mais en fait, pas du tout. L'analyse le rapproche d'un précédent historique assez marquant. La situation en France, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Retour en France en 1938. Et là, le parallèle est assez saisissant. Selon l'analyse, une partie des élites de l'époque voyait le gouvernement du Front populaire comme le véritable ennemi, un ennemi intérieur, plus dangereux encore que l'Allemagne nazie. Leur calcul aurait donc été de préférer le désastre d'une défaite militaire pour avoir l'opportunité de démanteler le système républicain et de le rebâtir à leur goût. On retrouve exactement la même logique. L'ennemi intérieur est jugé plus menaçant que l'ennemi extérieur. Bon, la question qui se pose, c'est pourquoi mener des opérations qui ont tout l'air d'être des échecs stratégiques? Et c'est là que l'analyse sort son concept clé, celui du double objectif. Il y aurait une stratégie cachée derrière la stratégie visible. Il y aurait donc 2 niveaux de lecture. D'un côté, l'objectif public, celui qu'on affiche, la victoire militaire, mais celui-là, il serait presque secondaire, il peut même être sacrifié. De l'autre côté, il y aurait le vrai objectif, l'objectif structurel. Il s'agirait d'abord de déstabiliser les réseaux des puissances concurrentes, et ensuite, et c'est peut-être le point le plus important, d'habituer les populations occidentales à une nouvelle ère, celle de la fin de l'abondance, une période où il faudra accepter plus de restrictions. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Quel est le but de toute cette manœuvre? Vers quel type de société est-ce qu'on se dirigerait si cette théorie était avérée? Pour nommer ce nouveau système, la source utilise une expression qui frappe,
le technofascisme. L'idée serait une sorte de fusion entre le pouvoir politique, la puissance des géants de la tech et le complexe militaro-industriel. Le but, gérer la société de façon très centralisée, très contrôlée, grâce à la technologie. Et là, la boucle est bouclée. Le chaos généré par ces conflits ne serait pas un accident de parcours, ce serait l'outil qui permet de justifier la mise en place de ce cadre social beaucoup plus rigide, présenté comme une nécessité absolue pour gérer cette fameuse fin de l'abondance. En réalité, ce serait un moyen pour cette classe possédante de verrouiller son pouvoir dans un monde en plein changement. Au final, cette analyse nous laisse avec une question fondamentale, qui résonne particulièrement aujourd'hui. Dans un monde de plus en plus instable, où les crises s'enchaînent, il est toujours bon de se poser la question: à qui profite le crime? Ou, dans ce cas précis, à qui profite le chaos?